Stiamo facendo un viaggio che va oltre le emissioni e supera ogni barriera, fino al giorno in cui avremo solo acqua dietro di noi e aria pura sopra di noi. Toyota, let's go Beyond Zero. Di un'idea e di chi trovò la strada per farne una realtà. Questa è te e non si ferma mai. Viaggia il futuro. Questa è te. Bonjour et bienvenue. Le titre de ce rencontre est Le jeune, le talent et le maître. Nous avons l'honneur et la chance d'avoir avec nous le maître Pupi Avati. Merci. Pupi est metteur en scène, producteur, écrivain. Il est marié aussi. Femme, non, pas encore femme. Et père. Et grand-père aussi. Et oncle en plus. Et ami. C'est vraiment un honneur de l'avoir ici avec nous, surtout à ces moments-là. Car Pupi est maintenant engagé dans un des travaux les plus importants, sûrement au niveau national, par rapport à la production du cinéma. Et peut-être aussi pour ce qui concerne sa carrière. Car le projet auquel il est en train de travailler est vraiment un projet exceptionnel. Il est en train de travailler et c'est la 8e semaine. Hier, il était à Rome. Il a pris juste une pause pendant ce travail. Il est venu ici. C'est un film sur la vie de Dante Alighieri. Donc c'est vraiment un film vraiment important. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos de ça? Oui, c'est vraiment le film le plus ambitieux de ma vie, avec Emma Guarnieri. Surtout dans le moment où l'école italienne a commencé à me parler des Dante quand j'étais petit. J'ai vraiment commencé à le détester. Vraiment, pour moi, c'était l'un des personnages les plus détestables quand j'étais petit. Surtout pour l'iconographie
de Dante. Si vous pensez à Dante et à comment il est dessiné, il a toujours ce nez horrible. Et donc, et surtout aussi ce qu'on disait de sa caractère, son savoir, il pensait de tout savoir. Il y avait des aspects qui n'étaient pas vraiment frappants. Et pour ça, mon rapport avec Dante, quand j'étais petit, était vraiment un rapport négatif. Mais à un certain moment, quand j'avais un certain âge, c'est-à-dire quand j'avais 30 ans, je me suis rendu compte que probablement certains œuvres qui étaient considérées comme des chefs-d'œuvre, peut-être ça valait la peine de les analyser, de les connaître mieux. Et donc, j'ai commencé à les connaître. Et je suis arrivée aussi à connaître Dante, à mieux le connaître. Et je suis arrivée à travers un personnage qui s'appelait Giovanni Boccaccio. Cet homme, en 1350, donc 29 ans après la mort de Dante, a été chargé par la congrégation de Orsa Michele, c'est-à-dire c'était une œuvre de bénévolat de Firenze, de Florence, de apporter 10 fiorini d'or, de monnaie, à une fille de Dante qui était sœur à Ravenne. Donc un poète, un savant, un philologue, quelqu'un qui avait déjà copié 3 fois la Divine Comédie, quelqu'un qui avait étudié Dante depuis qu'il était petit, était chargé d'apporter à la fille de son héros 10 pièces de monnaie à Florence et à Ravenne. Et en 1350, sur un chariot guidé par un cheval, Giovanni Boccaccio a fait ses voyages. Donc c'est un film. Si tu connais cette histoire, tu penses tout de suite que c'est un film qui te fait comprendre comment on peut avoir une approche à un personnage qui est si de haute culture comme Dante. Et on a un personnage qui est entre les deux, qui part de Florence et qui va à Ravenne pour connaître Dante Alighieri. Donc c'est vraiment quelque chose de beau et d'intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si vous avez aimé le film, est-ce que vous avez aimé le film? C'est déjà quelque chose. Bien. Donc, ce voyage a permis à Boccaccio de collecter beaucoup de nouvelles sur la vie de Dante, sur laquelle il ne savait pas beaucoup jusqu'à ce moment-là. Donc, ce sont les nouvelles sur lesquelles tous les chercheurs savent aujourd'hui de Dante. Donc, par exemple, si je parle de Béatrice, est-ce que vous savez de qui je parle? Oui. Donc, c'est qui dit des mensonges ici? Quel est le nom de famille de Béatrice? Portinari, oui. Vous êtes très, très préparés. Donc, c'est le seul lieu où quelqu'un répond. Je fais souvent cette question, mais personne ne répond. Elle s'appelait Portinari. Donc, comment Boccaccio, pouvait savoir que le nom de famille de Béatrice était Portinari? On ne le sait pas. Personne ne le sait. Il n'y a personne qui le sait? Non. Je pose la question et je suis contente que personne ne le sait parce que de cette manière-là, le film peut exister. Donc, je vous présente l'histoire. Boccaccio, quand il était petit, quand il était un enfant,
il est né par une femme française. Mais le père de cette femme a enlevé tout de suite l'enfant et il a porté l'enfant avec lui à Parigi. Et son père s'est marié à nouveau. Et la mère de cette femme, de cette maîtresse de Boccaccio, avait connu Béatrice quand elle était jeune. Et donc, elle s'est rappelée tout de cette femme, de Béatrice. Et elle savait qu'elle s'appelait Portinari. Donc, nous, on sait de Beatrice Portinari, qui aurait bientôt épousé un autre homme. Nous savons ça à travers Boccaccio. Mais grâce à Boccaccio, nous savons aussi que Dante, quand il avait 5 ans, a perdu sa mère. Est-ce que vous le savez, ça? Sa mère s'appelait Bella degli Abati. Et son père, Alighiero de Bellincione, et après je termine, son père, pendant la même année, donne une autre mère à son fils pour le rendre heureux. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une chose qui rend heureux un fils, le fait d'avoir une nouvelle mère. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, Dante, quand il avait 5 ans, il a la douleur de voir mourir sa mère et en même temps, il vit la douleur de voir une autre mère entrer dans sa vie. Et quand il avait 9 ans, il va entrer dans sa maison pour une fête des voisins. Et avec ses voisins, il y a cette fille qui s'appelle Beatrice Portinari. Et il tombe amoureux d'elle quand il avait 9 ans. Et donc, il se passe cette chose magnifique pour un enfant de 9 ans, de tomber amoureux. J'ai fait un sondage j'ai essayé de demander à beaucoup d'enfants qui jouaient dans une scène dans le film que j'ai joué, s'ils n'étaient jamais tombés amoureux. Mais ces enfants-là, de nos jours, n'étaient pas tombés amoureux. Donc, les enfants de nos jours ne tombent pas amoureux en 9 ans. Par contre, à cette époque, à l'époque de Dante, les enfants tombaient amoureux en 9 ans aussi. Et Dante tombe amoureux de Béatrice en 9 ans. Donc Dante commence à aller arrière Béatrice, comme on dit à Bologne, andare dietro. Il veut la séduire quand il avait 9 ans. Non si può. Elle fait des promenades en tour de petits magasins de l'époque, jusqu'au moment où elle revient à la maison. La belle chose de ma jeunesse, c'est que à aller derrière une fille, Claudia, il y en avait d'autres personnes qui allaient derrière à d'autres filles. Il y avait Franco qui allait derrière à Margherita, il y avait Claudio qui allait derrière à Franca, et ainsi de suite. Et je me demande combien de choses ont perdu, donc, les femmes. Maintenant, aujourd'hui, les femmes n'ont plus une chose comme ça. Si on fait une chose de ce genre, on nous dénonce les hommes parce que on peut pas aller derrière, on peut pas suivre des femmes. Voilà que Dante suivait Béatrice pendant 9 ans jusqu'au quand, à 18 ans, face à l'église de Sainte Marguerite des Cercles, un soir, soudain. Et j'ai tourné cette scène, en mettant un chariot de 16 mètres. Soudainement, Béatrice elle fait 2 pas, ensuite elle se tourne envers Dante. Et lui, il reste surpris. Après 9 ans, elle ne l'a jamais aperçu, elle ne l'a jamais regardé. Et elle se tourne pour la première fois et elle lui sourit. Et elle lui dit « Je te salue ». Et c'est la seule chose qu'elle lui a dit pendant toute sa vie. Je vous salue. Après 9 ans, ça valait la peine de la suivre parce que elle lui avait dit ça. Il était tellement fou de joie. Il est entré chez lui parce que
tout joyeux. Il devait transmettre cela. Il a fait un rêve où elle lui mangeait le cœur. Donc lui, il doit communiquer cette chose avec les autres. Il doit vraiment la laisser aux autres. Et à travers cette chose, lui, de ça, il naît le poème de Dante. Et il commence à connaître aussi d'autres poètes comme Guido Cavalcanti. Et tout cela naît à partir d'une salutation faite par Béatrice. Quand je me suis retrouvé à mettre en scène le rêve de Béatrice qui mange le cœur de Dante, lui, il a écrit cette chose-là dans la Vita Nova. Il a visualisé cette chose-là en voyant une fille, donc dans sa propre tête, qui mange le cœur, et le cœur d'où sort le sang. C'est une chose très puissante, même poétique. C'est vraiment terrible. L'imagination de Dante était déjà énormément développée, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Moi, de ma part, j'ai mis en scène ce qu'il a écrit. J'ai été fidèle à ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. Le film, donc, reflète à partir de ce moment de sa vie, parce que ensuite Béatrice va se marier avec Simone Bardi 2 ans après, et elle va mourir 2 ans après encore. Donc il y a une série de douleurs à partir de cette joie de la salutation de Béatrice par Dante. Des douleurs terribles qui m'ont fait comprendre de combien la douleur peut être formateur pour l'acte poétique. Et la douleur n'est pas à souhaiter, mais elle est indispensable pour la connaissance de l'autre. Donc moi, j'ai essayé de rendre séduisant, ce Dante Alighieri à travers les contes de Boccace. Et à partir de ton conte, on comprend que tu es en train de réussir dans ta tâche. On fait un applaudissement pour cela. Dal tuo dire, dal tuo raccontare. À partir de ce que tu dis, on peut comprendre de quel type d'imagination naissent tes films, et même grâce à ta capacité de raconter. On a déjà vécu une grande partie de ton film grâce à tes paroles. On suit avec ton chariot qui bouge, Béatrice qui salue Dante. Et tu nous as fait comprendre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas tout de Dante. Donc, en allant voir ton film, on pourrait vraiment développer notre compréhension de Dante. Tu as comblé un peu de douleur, de sacrifices, et tu m'avais dit auparavant que produire ce film n'était pas quelque chose de simple. Et tu m'as dit quelque chose de très intéressant, qui dans cette période est vraiment très, très utile à dire. À savoir, ta femme, quand t'as dit quelque chose, quand tu as fait une blague, et même pour ton rôle de metteur en scène. Je ne veux pas vous ennuyer, parce que je l'ai déjà fait ici, au meeting, plusieurs fois. Parce que depuis quand j'ai connu cet être humain, depuis 55 années, ma femme, et vous connaissez déjà l'histoire de la femme de Pupi Avati et lui, de leur rencontre. Vous savez tout de Dante et vous ne savez rien de moi. Vous devez savoir que les filles de Bologne, dans les années 50, elles étaient horribles. En Émile-Romagne, les filles, elles étaient presque toutes laides, mais en Bologne, elles étaient encore plus laides. Non, à Bologne, elles étaient encore plus laides, oui, parce que on était à Piacenza et on a vu passer des filles de Piacenza. Oh mon Dieu, des filles scandaleuses. Una volta. À Piacenza, les filles étaient encore plus laides qu'à Bologne.
je parle de ma génération. Parce que si je regarde Dei nani, dei ciccio, ma è una cosa... si je regarde la photo de ma classe, on était vraiment embarrassant, on n'était pas beau du tout. Quand il y avait beaucoup de femmes très laides, il y en avait aussi des femmes belles aussi à côté d'elles. Et donc, tout le monde connaissait les filles les plus belles de Bologne à côté de ces filles laides. Et moi et mon ami de cœur, on essayait d'aller avec notre 500 afin de voir les belles filles. Et en passant une après-midi à côté de rue Rizzoli, on a dit « Arrête-toi !» Il y avait une fille qui était extraordinairement belle. Vous savez que la sensibilité de l'être humain est comme un puzzle. Vous savez ce que c'est un puzzle où il y a toutes les pièces, où il y a peut-être une pièce qui manque. Et pour compléter ton puzzle, il te manque une pièce. Et cette fille extraordinairement belle, c'était la pièce qui manquait pour compléter ton puzzle. Cicci Bellini. C'était qui Cicci Bellini? Elle se sentait très belle. Donc, je demandais à Cicci de s'arrêter. Et elle s'est arrêtée. Et pendant qu'elle parlait, moi, je priais. Et la prière fonctionnait, elle marchait bien parce que elle est revenue vers moi. Elle m'a demandé on va sortir ce vendredi ensemble. On peut aller prendre une glace si tu veux, ce vendredi soir. Et je leur ai dit que j'avais un ami avec sa copine. Pourquoi pas, on est avec elle ensemble. Donc ce vendredi soir, je suis allé avec elle et elle s'est assise en face de moi. Donc j'ai vécu ce que Dante a vécu avec Béatrice. Elle était assise en face de moi, ma future femme, et elle ne m'a pas dit une parole. C'était moi qui aimais en tout elle. Ce n'était pas important le retour de son amour. Mais on est allé prendre une glace et on m'avait même pas demandé comment je m'appelais. Pendant 3 vendredis, il n'y avait rien comme information, comme rien. Et jusqu'au 4e vendredi où il y a eu un petit jeu pour chasser un trésor. Et à la fin de cette chasse du trésor, elle m'a demandé je veux retourner à la maison. Donc je me suis dit ah oui, accompagne-la. Moi j'avais un peu peur, j'étais un peu compliqué. J'étais amoureux, mais c'était difficile de prendre l'initiative. Voilà, mon ami me pousse et me dit oui, voilà, va l'accompagner. Il me met aussi les clés de la voiture dans les mains et me dit oui, voilà, vas-y. Donc moi je l'attends, elle descend, elle vient vers moi, elle me demande veux-tu m'accompagner? Et moi je lui demande où habites-tu? J'habite en rue Mezzofantis 69. Je dis oui, ok, et je pars avec elle. Et je me suis dit, j'ai 5 kilomètres de route pour lui démontrer qu'elle a à côté un garçon qui n'est pas exceptionnel, qui n'est pas riche, mais qui est tellement intelligent, qui est tellement super et qui enfin elle pourrait avoir ce qu'elle attendait, ce qu'elle cherchait, ce qu'elle pensait même pas y avoir à Bologne. Alors que oui, il y avait moi. Donc il fallait juste que je lui montre cela. Mais en ce moment-là, tu n'as rien à l'esprit. Donc il y avait un silence super embarrassant, super gênant. Donc dans la terreur de ces 5 kilomètres, je voyais Bologne qui s'approchait toujours plus et elle me demandait pourquoi on est si lent avec la voiture. Parce que moi j'essayais clairement d'aller plus lentement pour réfléchir mieux à ce que je pouvais dire, mais arrivé à ce moment on était arrivé jusqu'au bout et j'avais même pas dit un mot. J'avais même fait semblant de me tromper des routes. Vous connaissez les nombres pairs et impaires des rues 71, 69, 71, 69. On est arrivé.
dit-elle. Donc mon histoire d'amour était finie, était terminée, parce qu'elle descend. Je me dis que Dieu était distrait en ce moment-là parce qu'il ne s'était pas occupé de moi. Je le savais, j'étais vraiment vexé par cela parce que, oui, peut-être il ne l'a pas remarqué, mais moi j'étais vraiment vexé contre lui. À un certain moment, elle descend et soudainement, du haut, Dieu arrive à me faire compagnie et il y a une scène super belle, trop belle, parce que je lui dis arrête-toi. Et elle se tourne envers moi et je lui dis regarde ici, regarde ma montre. C'était la montre de mon père. Pensez au niveau de la conversation et elle me demande qu'est-ce que c'est. Et moi je dis, c'est une montre. Voilà le niveau de notre conversation. Une montre. Et elle me demande, mais pourquoi? Et je dis, quelle heure est-il? C'est moi qui avais la montre, mais c'est moi qui demande quelle heure était-il? Dans un film, un dialogue ainsi ne marcherait pas. Clairement, personne n'y comprenne rien. C'est moi qui demande quelle heure est-il, alors que c'est moi qui a la montre. Elle s'approche à côté de moi, elle prend ma main, approche ma montre et ma main à côté de la lumière de la voiture, et elle me dit minuit moins 5 minutes. Mais de quel jour, je me demande? Du 18 février. Je me suis répondu. Et alors, dans 5 minutes, c'est le 19 février, j'ai dit. Mais pensez-vous, les conversations, comment on passait le temps dans les années 50? Et elle me dit après que je dis ça, et alors, dans 5 minutes, mon anniversaire va finir. Ma mère, ce matin, a oublié de me souhaiter bon anniversaire. Mes frères m'ont pas offert de cadeaux au bar, m'ont pas offert d'apéro. Et dans 5 minutes, mon anniversaire va terminer sans même un baiser. Et alors, il se passe qu'elle y réfléchit. Et finalement, elle s'approche et elle m'a donné un baiser. Moi, je fais mon anniversaire le 3 novembre. Non pas le 19 février, le 18 février, pardon. Voilà, là c'est un vieux... C'est une vieille anecdote et ma femme ne veut pas que je le raconte. Donc quand elle est là, je le raconte jamais. Donc ça restera entre nous. Et cela a fait en sorte qu'après 8 mois de notre mariage, notre histoire a commencé. Et je dois dire que mon mariage a été vraiment très compliqué. Très compliqué même pour l'équilibre, parce que je pense que dans toutes les histoires d'amour, il y a une personne qui aime plus que l'autre. Et je pense que moi, j'ai vraiment aimé cette fille de manière incroyable. Et je crois l'avoir épousée un peu parce que j'étais épuisé de ça. Je me suis dit à un certain moment, et voilà, il faut. Et quand on s'est retrouvé devant ce monsieur habillé en tant que prêtre, veux-tu prendre Amélia, la personne ainsi présente ici? Et elle a dit oui. Et moi, quand j'ai dit mon oui, on ne se connaissait pas vraiment. Je disais oui à avoir à côté de moi une fille très belle, mais je ne savais rien d'elle. Et elle, vice-versa, elle ne savait rien de moi. Et donc, les premières années du mariage étaient des années vraiment complexes, dans lesquelles
on a découvert des choses de nous, même pas facile à comprendre, même pas facile à accepter, les défauts, les ambitions, ma vision du mariage, mon vouloir, le fait que je voulais qu'elle devienne un peu comme ma mère. Parce que je me souviens, le premier cadeau que je lui ai donné, c'était un outil pour créer les pâtes. Et elle n'était pas contente du tout. Donc il y avait une sorte d'incompatibilité. Mais on a eu des surprises très belles, comme les premiers enfants. Et ils sont nés de manière merveilleuse. Comme tous les enfants font. Avant de la marier, je vendais des glaces. Mais je n'aimais pas mon métier. J'étais vraiment inquiet pour cela. Et j'ai compris que la beauté ne suffit pas. Il faut d'autres choses pour continuer, pour aimer. Donc j'ai commencé à comprendre que je voulais faire autre chose que cela, que vendre des glaces. Et j'ai commencé à faire du cinéma. Et si tu fais du cinéma en Provence, il s'est produit des choses que tu n'aurais même pas imaginé qu'il pourrait s'y produire. Malgré ton être, seulement parce que tu fais ce type de métier. Et alors, ce n'est pas bien passé. J'ai profité de cette situation. J'ai commencé à fréquenter d'autres personnes. Je voulais déjà raconter. Vous voulez que je m'arrête ici? Ah voilà, je sais que vous voulez que je continue. Ouais, bah, vous n'êtes pas bête, hein, parce que la partie la plus belle doit encore arriver. Alors, j'ai commencé à sortir avec d'autres filles. Je suis tombé amoureux d'une actrice. Je rentrais à la maison très tard dans cette période. C'était vraiment difficile pour ma femme. Et à un certain moment, il arrive que un matin, je rentre à la maison à 4 heures du matin, je m'endorme et je me réveille à cause d'une claque sur mon visage pendant que je dormais. Une claque vraiment violente. Je ne sais pas si vous avez jamais été réveillé par une claque, mais c'est une expérience que je ne souhaite à personne parce que tu ne te rends même pas compte de ce qui est en train de se passer. Tu comprends que tu as de la douleur, tu ouvres les yeux, il y a les lumières allumées, ta femme qui est assise sur le lit et elle dit « Je sais tout. Je sais la vérité. » Et tu te demandes « Mais comment faire à savoir tout ?» Et c'est pas la question à poser dans ce moment-là. Mais peut-être c'était la réponse que je voulais dire. Je sais la vérité. Un investigateur, dit-elle. Et je lui ai dit, mais qui a payé l'investigateur ? Mon père, elle me répondit. Donc, après quelques minutes, j'avais déjà mes valises dans la salle. Et ça a commencé une période de ma vie pendant 9 mois hors de ma maison avec une autre personne. Et j'allais toutes les semaines, une fois par semaine, visiter mes enfants et je leur amenais des jouets. Et c'est une chose qui a changé l'histoire de ma vie. Un petit détail. Ces jouets qui avaient des packs. Et mes enfants prenaient mes jouets qui étaient des cadeaux. Donc je leur offrais ça, même sans les regarder. Et donc cette chose-là m'a fait comprendre que j'étais en train de perdre mes enfants. Donc à un certain moment, je dis à cette fille avec qui j'étais en ce moment-là, je suis en train de priver mes enfants de leur père. Je veux essayer de rentrer à la maison. Ça a été vraiment difficile. La chose la plus belle que j'ai faite de ma vie. La chose de laquelle je suis le plus fier. Elle s'est mise à pleurer.
la fille avec qui j'étais. Je suis rentré à la maison, ma femme s'était vengée à ce moment-là, et elle avait bien fait. Donc c'était vraiment compliqué de revenir comme on était avant. Mais on a eu la sensation de devoir le faire pour nos enfants. On s'est fui, on est allé à Rome. Et à Rome, on a passé une année en train de se disputer tout le temps, en voulant savoir tout ce qui s'était passé pendant ces 9 mois où on était loin, tous les détails les plus intimes, les plus difficiles, en les répétant, en les consommant aussi. Jusqu'au moment où tout a cessé. Ce jour-là, où je n'avais plus de curiosité, et ni elle avait plus de curiosité, alors dans ce jour-là, notre mariage a commencé. Et j'ai compris que je n'étais pas rentré à la maison pour mes enfants, mais j'étais rentré pour elle. J'ai compris cela. Et à partir de ce moment, cette facilité à dissiper, à terminer les relations, je ne sais pas les pardonner. Dans beaucoup de cas, c'est légitime, il faut, mais dans beaucoup de cas, ce n'était vraiment pas légitime, comme dans mon cas à l'époque. C'est le fruit de l'égoïsme, du fait qu'on n'est pas responsable. Et il arrive que notre mariage, à partir de ce moment, on a même mis au monde un troisième fils. Un troisième fils est arrivé. On pensait peut-être de devoir faire un avortissement à cause du fait qu'on avait des problèmes économiques, mais finalement on l'a eu et notre vie carrément elle a changé en mieux. Et à partir de ce moment, toutes les années de ma vie, je les ai passées avec ma femme, en comprenant jour après jour qu'elle était la pièce du puzzle qui me manquait à l'intérieur de moi. Et là que je passe un moment horrible de ma vie, parce que je vis le moment de la vieillesse, qui est un moment où ton physique devient vieux, devient pas fonctionnant, pas actif. Et c'est une expérience pas facile à affronter. Voilà pourquoi je crois. Parce qu'il y a une partie de toi qui n'est pas comme le physique, qui ne vit pas une dégradation. Et alors, avoir à côté de moi une personne qui est en train de vieillir avec moi et qui, par exemple, dans des moments de dépression, qui, je vous garantis, ils sont beaucoup. Je vous fais un exemple. Ça vous fera sourire. Et il y a quelques temps, j'ai vu le dernier film de Woody Allen qui s'appelle Mackay Festival, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Woody Allen a été l'un des metteurs en scène que j'ai le plus aimé dans ma vie. Et donc le fait de regarder ce film, c'est quelque chose de vraiment frappant, mais de manière négative. C'est vraiment quelque chose de pas beau. Et la même chose, ça m'arrive avec Clint Eastwood. C'est-à-dire que j'ai vu vraiment mes collègues, et ceux qui sont les plus autoritaires aussi, je les ai vus vieillir. À un moment, il y a ma femme qui m'appelle au téléphone. Peut-être qu'elle a su que vous avez parlé d'elle. Non, c'est pas ma femme, donc je réponds pas. Bon. Donc, je dis à ma femme, à ce moment-là, comme si j'étais en train de voir dans ces films ma vieillesse aussi. Et donc, je peux dire que parfois, ça sert d'avoir quelqu'un à côté qui t'encourage, que peut-être elle fait semblant.
Et elle fait semblant d'avoir de l'estime envers toi. Mais elle le fait. Elle l'a jamais fait dans sa vie. Mais maintenant que ça sert, elle le fait. Et donc, je pense que le fait de partager le parcours de la vie avec quelqu'un d'autre est vraiment l'une des choses les plus importantes. Et c'est vraiment, vraiment important. Il ne faut jamais penser que le fait de pouvoir vivre la vie toute seule, ça peut être facile. C'est-à-dire que quand on est deux, c'est mieux, c'est extrêmement mieux. Et pendant la pandémie, j'ai vraiment vu dans cette femme une énergie, un courage énorme. J'ai vraiment vu qu'il n'y avait besoin de personne d'autre. Elle faisait tout. Elle a réussi à me démontrer qu'elle pouvait être la fille qu'elle était avant, qu'elle était autrefois. Donc cela est pour encourager les gens à être forts, surtout dans les mariages. Le mariage doit vraiment vous soutenir. Si vous pouvez, si vous êtes capable, si vous avez le courage et la force de le faire, bon, faites-le. Merci. Merci pour nous avoir avoué du fait et après mon renaissance. Même la Divine Comédie de Dante naît de quelque chose de semblable, donc du désir d'avoir une réponse de la part des Dante. Je pourrais répondre que les temps vont vite, mais je voudrais parler de Bar Niagara. Mais avant, je voulais vous poser une autre question. Vous parlez de Clint Eastwood et de Woody Allen avant. J'aime aussi Woody Allen. Mais il y a parfois un cynisme dans le regard sur la vie qu'il montre. Et donc, en parallèle à ça, parfois, j'ai entendu dire que le cinéma italien souffre d'une grande crise à ce moment-là. Ce n'est pas juste la crise économique, mais c'est vraiment dans la dimension de la narration. C'est-à-dire qu'on arrive à raconter la vie quotidienne la plus petite, c'est-à-dire la partie dans laquelle il n'y a pas vraiment les grands désirs, dans laquelle il y a un manque de la perspective vraiment d'horizon de chaque homme. Au contraire, tu es en train de faire vraiment un voyage plus grand dans ton travail. D'après toi, c'est différentes manières de voir le désir. C'est du cinéma. Correspond aussi à un changement du point de vue de regarder les désirs qu'on a dans la vie. Donc, aux gens, on dit parfois de suivre le rêve le plus ambitieux. Et tu penses que cela manque maintenant? Oui, je pense qu'on a un manque de créativité, d'ambition aujourd'hui dans notre pays. C'est un pays où il y a un manque d'ambition. Je rentre dans les mêmes bureaux où il y a les mêmes murs, les mêmes photos, les mêmes chaises, les mêmes fenêtres. Mais de l'autre côté du bureau, il y a quelqu'un d'autre maintenant. Et la personne que je vois maintenant, aujourd'hui, elle n'est plus ambitieuse. Elle ne te dit plus qu'elle veut faire un beau film. Et je te dis juste, mais est-ce qu'on fait de l'argent ou pas? Donc, le seul problème qu'on a, c'est de quantité. Et ce fait de réduire tout au marché, c'est-à-dire aux chiffres, c'est juste une question de chiffres. On est tous évalués par rapport aux chiffres. À priver notre profession de l'aspect le plus bon. C'est-à-dire le fait d'avoir l'illusion de gagner, de faire quelque chose de grand. Parfois, je vous ai raconté que j'ai vraiment beaucoup de fois préparé le discours pour l'Oscar. Je ne sais pas si ça va me servir. Oh, bon, c'est pas, ça m'est jamais, ça n'arrive pas toujours qu'il me sert, mais je le prépare toujours. Donc, ce manque d'ambition, on la voit partout. On le voit dans toutes les choses. C'est un pays petit. C'est un petit pays des nains où les personnes sont petites. Donc,
Aujourd'hui, il y a quelques heures, pendant un dialogue avec vous, j'essayais de vous dire comment je suis scandalisée de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici, un centenaire de kilomètres ici, il y a des mères qui jettent les enfants par des murs. C'est-à-dire qu'ils les jettent à un futur, à un avenir qu'ils ne connaissent pas. Et aujourd'hui, par contre, on reste des jours à parler d'un Green Pass. C'est-à-dire, mais c'est possible de parler, de perdre du temps à parler de ça. Une question qu'on peut résoudre en un jour. C'est vraiment un pays qui est petit. Mais je peux dire qu'il y en a aussi des signaux, qui sont favorables. Donc, il y a, par exemple, 5 titres possibles pour le prochain festival. 5 titres de films qui sont vraiment courageux et qu'on ne connaît pas dans les sens de genre, de la facilité de l'approche. Donc, c'est possible qu'une nouvelle ère, c'est-à-dire que ce Covid, que toute cette crise puisse produire quelque chose de positif. Car, par exemple, ces 5 titres du film sont un exemple de ça. Je peux conclure en disant une dernière chose, oui. Je voudrais raconter une chose. Je ne sais pas si je l'ai jamais raconté ici, parce que à chaque fois que je fais un meeting, je termine avec une chose. On a encore 10 minutes. Donc, je vous la raconte quand on est en train de terminer. Donc, quand il y a encore 3 minutes, bon, je vais vous raconter cette chose. Bon, j'ai une question encore. Cette ambition nous permet d'entrer dans un genre de thème de cette rencontre, c'est-à-dire les talents. C'est un thème très, très important pour ceux qui, dans la vie, doivent décider quoi faire dans la vie, surtout pour les jeunes. Mais c'est un thème qui, parfois, n'est pas seulement pour les jeunes. C'est un thème qui reste dans la tête de beaucoup d'entre nous, même si on n'est pas tous sûrement pour les jeunes. Quelqu'un nous a dit, mais est-ce que quelqu'un nous a jamais promis quelque chose? Alors pourquoi on attend? Donc cette attente est comme une promise quand on est jeune et quand on doit choisir les projets de la vie. Mais cette attente reste pendant toute la vie. On attend toujours une surprise dans la vie. On attend quelque chose. Et donc, on est toujours partagé entre une ambition et, de l'autre côté, la réalité qui peut peut-être parfois te pousser à devenir cynique. Donc, je voudrais entrer dans ce thème, peut-être aussi pour donner des conseils à partir de ton expérience. Fellini savait qu'il était Fellini. Lucio Dalla savait qu'il était Lucio Dalla. Encore plus de ce qu'il est devenu. Mais combien de convictions, de niveaux de conviction il faut avoir ton propre ambition? Et au contraire, il ne faut pas avoir trop de convictions parce que sinon, elle te détruit. Je pense que ça convient toujours. S'attendre à quelque chose d'extraordinaire de la vie. Plutôt qu'être pessimiste. Plutôt que raisonner dans les termes de sûreté, d'être rassuré de ce que je peux faire, de tout mesurer. Le pas va toujours être fait plus long que ta jambe. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer. Je vois dans la vie des gens qui ont vécu à côté de moi, des gens qui étaient de mon âge. Il y a des gens qui sont morts, des gens qui sont encore là. Mais je vois toujours que, tout d'abord, que le bonheur n'existe pas. Bon, c'est une vérité absolue pour moi. Et on peut l'appliquer à n'importe quel contexte. Mais il y a des gens qui se sont réalisés dans la vie. C'est-à-dire qu'à travers ce qu'ils font, ils peuvent dire ce qu'ils sont. Je vois que les gens qui sont réalisés sont plus contentes. Elles sont plus sereines. Elles ont moins de rancœur face au monde. Donc, si je
poser une question maintenant. Donc, je ne vais pas la faire, donc vous ne devez pas me répondre. Mais si je faisais une question, je posais une question. Les 40 ans de votre vie que vous avez vécu en faisant un métier particulier ont été les années pendant lesquelles vous êtes vu les plus réalisés, pendant lesquelles vous avez donné quelque chose de vous, de votre personnalité? Et je pense que non. Je pense que la plupart des gens font une activité avec laquelle ils n'ont rien à partager, ou peu à partager. Une activité dictée surtout par des raisons économiques. Parce que dans un travail, je travaille plus, là, je travaille moins, je suis plus proche à ma maison, toute une série de considérations. Mais en fait, oui, le jeu personnel, l'identité personnelle, ton talent, ton identité ne sont pas demandés, ne sont pas requises. Si je fais un film et à la place de ceux qui sont en train de faire un travail très pratique, je mets toi à sa place. Est-ce que le film vient de la même manière? Non. Parce que je pense que tu donnerais une contribution différente et quelque chose serait différent dans le film, donc. Et que ça déroule dans tous les rôles, dans tous les aspects du film. Donc, notre identité. Quand je fais une parenthèse, quand je vais dans les entreprises pour raconter, je fais que de considérer chaque être humain comme quelqu'un d'unique est vraiment impossible à remplacer. C'est quelque chose de fondamental. C'est pas que si quelqu'un part, je mets quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Quelque chose change. Si dans mon équipe, j'ai un travailleur à la place d'un autre, c'est quelque chose qui change, c'est différent. On est unique. Il y a des gens, chaque personne donne quelque chose d'unique. Chacun de nous devrait faire ça. Il n'y a pas de limite d'âge. Moi, je suis un exemple de ça. Moi, j'ai 82 ans et je fais encore du cinéma. Serais déjà en retrait avant. Donc, j'ai commencé ma retraite il y a quelques ans. Mais j'ai continué à faire du cinéma. Mais pourquoi? Parce que je voudrais faire une profession avec laquelle je voudrais terminer ma vie, à travers laquelle je dis qui je suis. Je ne veux pas dire que tout le monde doit faire du cinéma. N'importe quel métier tu fais, tu dois réussir à trouver la manière de donner quelque chose d'exceptionnel qu'il y a en toi. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas toujours. C'est un problème qu'on ne pose pas. C'est un problème culturel qu'on ne pose pas, que l'école n'aide pas à analyser. Et donc, les talents restent quelque chose de vague, quelque chose qui appartiennent juste à une minorité. Et si tu n'avais pas suivi ton rêve, aujourd'hui, on aurait peut-être quelqu'un qui donne des glaces, mais peut-être on n'aurait pas un metteur en scène si grand, si exceptionnel. Peut-être je me suis vraiment plus réalisée qu'en faisant des films, en étant vendeur de glace. Dans ces dernières minutes, je voudrais raconter une chose. On a encore 5 minutes, donc je vais vous poser une dernière question. On a encore 5 minutes, donc je vais te poser une question. Je peux te demander une chose par rapport à un casting qui t'a fait à Milan, de laquelle tu as trouvé une Grace Kelly italienne. Oui, je vais raconter ça. Après le premier échec qu'on a fait à Bologne, qui s'appelait Balsamo sull'uomo di Satana, c'est-à-dire Balsamo sur... Cela a été un échec parce que j'ai causé la perte de beaucoup d'argent à un entrepreneur de Bologne.
Donc, après, je suis allée parler avec cet entrepreneur et je lui ai demandé, vous savez que c'était juste une épreuve, mais bon, on avait perdu 170 millions. Le vrai film, on est en train de le faire maintenant. Et je lui ai dit, le film s'appelle Thomas gli Indemoniati. On devait se venger, donc. Et on avait besoin donc d'une actrice semblable à Grace Kelly. À Bologne, il n'y en avait pas. Donc, je suis allée à Milan, au Théâtre Piccolo, et j'ai cherché parmi 150 filles blondes qui sont venues. Et finalement, à la 120e, il y a une fille magnifique qui est entrée dans la salle. C'était Grace Kelly à 18 ans. C'était vraiment quelque chose d'émouvant parce qu'on l'avait trouvée. C'était Grace Kelly. Mais le jour d'après, à Ferrara, dans une église qui n'était plus consacrée, on était en train de jouer et on devait avoir cette fille magnifique qui était la Grace Kelly Milan. Et tout le monde l'attendait. On était dans ces lieux, la porte s'ouvre, la lumière entre. Et moi, je vois la silhouette de cette fille qui entre. Je me souviens vraiment bien de ça. Elle avançait, mais j'avais l'impression qu'elle était plus petite de celle que j'avais choisie. Elle avance. Et je pense, mais elle est bouclée. Moi, j'avais choisi une fille qui avait les cheveux raides. Elle avance. Je dis, mais elle est brune. Mais Grace Kelly était blonde. Elle avance encore. Elle ressemblait à Irene Papas. Et je lui pose la question, mais vous êtes qui? Et elle répond, mon amie ne pouvait pas venir. Et donc, elle m'a envoyé à sa place. Et là, je dis, elle est folle. Elle est folle. Je comprends j'en avoir peur de la valeur. Donc là, j'étais vraiment fâchée. Donc, elle reste et demande si elle pouvait rester pour regarder. Mais j'étais vraiment fâchée. Donc, elle doit sortir. Je recommence à jouer le film. J'étais vraiment humiliée. Et quelqu'un vient me dire, mais elle n'est pas partie. Elle s'est arrêtée dans un bar en face. Et elle est là. Et je continue à jouer, mais je continue à penser, mais elle n'est pas partie. À 19h du soir, on devait terminer de jouer le film. On devait rentrer. Je dis, bon, je sors parce qu'il faut terminer là. Je sors. Et quand on est sorti, il faisait noir déjà. Les cafés étaient fermés. Elle était encore là-bas. Elle était là-bas, très triste. C'était octobre, elle avait froid. Et je lui dis, viens ici. Je lui dis, bon, viens ici. Elle dit, bon, j'ai rien fait, je ne fais rien. Elle dit, oui, ok, tu dois venir ici parce que tu as ruiné mon film. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à l'autre fille, mais tu as vraiment ruiné mon film. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu as compris que je suis quelqu'un de bête? Je suis vraiment quelqu'un de bête, et donc tu es venu en sachant ça, pardon. Quelqu'un à Milan t'a dit que je suis quelqu'un de bête. Bon, ils avaient raison. Parce que maintenant, j'ai eu de la pitié en te regardant comme ça, rester ici toute la journée en attendant ces rôles. Et donc maintenant, je dois te faire jouer ces rôles. Tu vas me ruiner le film et je te fais jouer ça. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle était trop contente. Elle est rentrée dans la voiture. Elle était trop contente. Et le matin d'après, sur la scène, je la détestais. Je voulais vraiment la tuer. Parce qu'elle était vraiment l'interprète la plus détachée de ce que je m'attendais pour mon personnage. Elle m'évitait. Et je lui dis, viens ici. Et elle disait, moi, j'ai rien fait. Et je disais, oui, je le sais que tu n'as rien fait, mais tu viens ici. Tu connais ton rôle. Tu connais la partie. C'était 2 pages qu'elle devait connaître.
Et je pleurais presque. Je disais non, on ne va même pas essayer parce que j'étais désespérée. Et je ne voulais pas jouer la scène, mais on commence. Elle commence à jouer. La vieille actrice dit ses mots, ses paroles. Et après, elle commence. La fille commence à jouer. Et moi, j'entends que les choses qu'elle disait n'avaient rien à voir avec ce que j'avais écrit. C'est-à-dire que c'était les choses que j'avais écrites, mais dites par cette fille deviennent extraordinaires. Ce sont des choses magnifiques. Et j'ai dit, bon, mais j'ai écrit des choses magnifiques. Je ne savais pas, mais j'ai écrit des choses magnifiques. J'étais émue. Je disais, mais j'ai écrit des choses comme si belles. C'était elle qui transformait les choses que j'avais écrites. Il y avait un silence général quand on est à l'église. Elle disait tout ça. Et moi, j'étais émue. Je me retourne de l'autre côté et je vois que tout le monde la regarde. Et quand je dois dire, bon, c'est stop, on termine, j'étais trop émue, je ne pouvais pas le dire. Tout le monde applaudit. Ça n'est jamais arrivé, tout le monde applaudissait. Je m'approche d'elle, je prends ses mains, glacée, et je lui dis, mais t'es forte? Elle dit, merci. Comment tu t'appelles? Je lui demande. Mariangela Melato. À propos de l'estime en soi-même, je te laisse les dernières 30 secondes pour raconter ce que tu dois raconter. Mais avant, on te souhaite de pouvoir bientôt utiliser le discours que tu as préparé pour l'Oscar. Merci. Peut-être vous m'avez déjà entendu dire cela, mais bon, cela donne un sens pour m'être levé tôt. Et demain aussi, je dois me lever tôt. Donc voilà. Il faut que j'apporte quelque chose qui ait du sens, au-delà d'un sourire ou de quelque chose d'autre. Et je veux vous dire ce que je sais de la vie. Ce que je sais de la vie provient d'une culture paysanne. Dans la culture paysanne, la vie était un col qu'on montait. Et on voyait ce col avec des personnes qui montaient et elles avaient l'impression qu'au sommet de ce col, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui les attendait. Et en même temps, la vie est une ellipse. C'est-à-dire une figure ronde. Voilà, le moment où tu nais, tu sens le premier quart de cette ellipse et tu es un bébé. Et tu commences à avoir une approche avec la vie et tu commences à apprendre tout ce que tu ne savais pas faire. Donc, à marcher, à manger, à rire, à pleurer, à aimer les choses, la mer, les jouets, les amis, sa propre pièce. Tout ce que les bébés peuvent vivre pendant sa première période de sa vie. Et le bébé affronte sa vie avec la sensation que tout ce qu'il est en train de vivre durera à jamais, pour toujours. Le temps n'existe pas. Il a cette impression. La peur que les choses finissent, que la maman ne soit plus là ou autre chose n'est pas là parce que le temps n'existe pas pour l'enfant. Par la suite, l'enfant entre dans le deuxième quart de l'ellipse et il devient un ado. Un homme. Un garçon, un homme, il fait des projets, il fait des activités, il étudie, il fait un métier, il travaille donc. Mais toujours avec la conviction qu'à un certain moment, il se passera quelque chose pour laquelle tout le monde s'apercevra de lui, de quand il sera dans le sommet, au sommet. Et enfin, au sommet, il arrive au sommet. Et nous, dans la culture paysanne, arriver au sommet, on l'appelle
aller au-delà des cols, dans le sens que on regarde du sommet le parcours qu'on a fait pour arriver jusqu'à là et on regarde le parcours qu'on a à faire dans le reste de notre vie et on fait une comparaison. Et on se rend compte que le parcours qu'on doit faire maintenant pour l'avenir, c'est bien moins intéressant du parcours qu'on a fait pour arriver jusqu'à là. Et là, ça commence une inversion des parties. Comme Proust le disait, tu commences à te tourner vers le passé, tu commences à avoir des souvenirs. Ça commence la période où le souvenir de ta jeunesse, de comment elle était belle, ta jeunesse. On commence à entrer dans la période de la vie où on a une nostalgie. Je suis arrivé dans cette période de ma vie quand on était à Rimini, un soir, en rentrant de la Seine à l'hôtel, en lisant le livre que j'étais en train de lire à cette époque, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de lumière parce que l'un de mes yeux était en train d'être plus faible. Donc, voilà, j'ai une appel, toujours la même personne qu'avant. Donc, mon œil était en train de céder. Et à partir de ce moment, je suis entré dans le 3e quart de l'ellipse. La rentrée, ça veut dire que à l'avenir, il y a la substitution du passé. Et il se passe quelque chose qu'on ne dit jamais, quelque chose qui n'est pas apprécié, c'est-à-dire le contraire de l'apprentissage. Donc jusqu'à ce moment, on a appris. Et ça commence le moment où tu oublies, où tu n'apprends plus et tu fais au contraire, oublie ce que tu as appris. Et tu perçois cela, tu essaies de le cacher à travers le professionnalisme, la capacité de le cacher. Mais ce fait-là, le fait que tu oublies l'apprentissage, il est là. Et les souvenirs sont de plus en plus forts. Je pensais m'arrêter là-bas, à la conclusion du 3e quart de l'ellipse. Alors que je suis entré dans le 4e quart de l'ellipse, la vieillesse. Entrer dans le 4e quart de l'ellipse veut dire soudainement découvrir que au type de nostalgie de la jeunesse il est remplacé par un autre type de nostalgie, c'est-à-dire la nostalgie de l'enfance, qui te donne la sensation que tu es en train de retourner progressivement, en rassemblant toujours plus à l'enfant que tu étais auparavant. Et les pulsions, les choses de cet enfant sont tes pulsions à ce moment-là. Pourquoi les personnes âgées et les enfants s'aperçoivent autant? Moi, je suis une personne âgée qui n'a pas trop d'enfants à côté de lui parce que ça m'ennuie. Mais je les entends, j'entends leur joie, leur douleur. Et eux, ils arrivent à entendre ma douleur, ma joie. Et on se comprend. Mais quel est l'outil, l'élément qui fait en sorte que une personne âgée et un enfant puissent communiquer de manière aussi profonde? Dites-le moi et vous allez gagner une petite poupée. Quel est cet instrument, cet élément? C'est l'élément qui rend les êtres humains encore meilleurs qu'on l'est. Cette relation-là. Pourquoi ce sont les meilleurs? Parce que ces êtres humains utilisent, il y a le silence, Rimini tait. Ils utilisent la vulnérabilité. La vulnérabilité est la qualité de l'homme la plus élevée, la plus noble, la plus précieuse. Les meilleures personnes sont les personnes qui sont vulnérables. Sachez-le.
ce ne sont pas les personnes qui sont des personnes qui se vantent de ce qu'elles ont, mais les personnes meilleures sont les personnes sensibles, les personnes qui tu peux blesser avec un rien, celles qui peuvent s'émarginer, qui ne sont pas adéquats, qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Ce sont les personnes qui sont les meilleures parce que pour leur vulnérabilité, c'est notre proche. Et à la lumière de notre retour, de mon retour à mon enfance, où je voudrais que ma vie se conclue, je voudrais que ça se conclue avec une image, avec la cuisine de San Vitale, où ma mère et mon père m'attendent pour le dîner. Merci. Questa è la storia di un'idea e di chi trovò la strada per farne una realtà. Questa è Team e non si ferma mai. Viaggia il futuro. Questa è Team. Questa è la storia di un'idea e di chi trovò la strada per farne una realtà. Questa è Team.